Bonjour mesdames et messieurs, Radio Jojo à l'appareil. Aujourd'hui, chronique littéraire. Les bonnes fréquentations, sous-titré Histoire secrète des réseaux d'influence, est le livre dont on va parler aujourd'hui. Livre publié en 1997 qui pèse 380 pages, qui traite essentiellement des réseaux occultes qui sont à l'œuvre dans la société française et qui a été écrit par deux journalistes dont je vais vous faire le profil tout de suite. Donc la première, c'est Madame Marie-Thérèse Guichard, qui est une journaliste du Point. Elle est l'auteur de Daniel, Bernadette, Françoise et les autres, Le président qui aimait les femmes en 93, voilà, donc une journaliste du Point. Et sa compère, qui est Sophie Coignard, ancienne élève de l'ESSEC. Elle est grand reporter au Point également, et elle est l'auteur de plusieurs ouvrages d'investigation concernant notamment la franc-maçonnerie et les élites françaises. Elle s'est fait une spécialité de dévoiler les secrets de la République. Ça, c'est dans son Wikipédia. Donc là, c'est très sérieux. C'est vrai que quand on regarde les ouvrages, elle a une bonne liste. Il y en a au moins une dizaine, facile, de livres. La nomenclature française, la République bananière, l'Omerta, la Vendetta, je sais pas quoi. Voilà, et dont les bonnes fréquentations. Et enfin, ce qui est à noter, elle est mariée à Michel Floquet, qui est journaliste de TF1 depuis 1986, rédacteur en chef du 20h, puis chef du bureau de TF1 à Washington en 2011, et qui est actuellement directeur adjoint de l'information depuis février 2016. Donc, elle est mariée directement au chef de l'information de TF1. Pourquoi lire un tel livre ? Il y a 3 bonnes raisons. La première raison, et c'est peut-être la plus intéressante, c'est tout simplement parce que c'est un livre de journaliste officiel. Je vous cache pas que les deux sont alors journalistes au Point, déjà ça vous donne un peu le niveau au milieu du média, mais en plus pour Sophie Coignard elle est mariée quasiment au directeur de l'information de TF1. Donc là, je veux dire, on est tout en haut de la pyramide de l'information officielle. On touche vraiment du haut niveau, ça c'est sûr. Deuxième aspect intéressant de ce bouquin, comme toujours avec Radio Jojo, comme toujours, pas comme toujours, mais souvent avec Radio Jojo, on fait des petits bonds dans le temps. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir, de confronter les points de vue. Et donc là, on est en 97, c'est-à-dire il y a 25 ans, un quart de siècle. Là, on va la faire à la grosse, c'est un peu moins que ça, mais c'est un quart de siècle. Et donc, on va voir ce que nous dit le journalisme officiel, il y a un quart de siècle, sur un sujet qui est devenu tabou aujourd'hui, et d'où l'intérêt de le mettre en perspective avec aujourd'hui, qui est devenu tabou sur les réseaux occultes, les bonnes fréquentations, comme il l'intitule dans ce bouquin. Et donc là-dedans, on va aborder ce sujet qui, maintenant, quand vous en parlez aujourd'hui avec 25 ans de recul, une fois sur deux, ça dépend dans quel sujet vous amenez, mais une fois sur deux, on vous traite un peu de complotiste. On vous dit, vous êtes complotiste, vous êtes en train d'imaginer des choses qui se passent dans les coulisses. Et ça, c'est un livre qui nous explique, qui nous démontre, avec des journalistes officiels, que effectivement, il se passe plein de choses dans les coulisses. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis on va plonger dedans. Quelle place dans ces réseaux ? Pour les auteurs, c'est très simple. C'est ça qui structure le pays et qui joue sur les nominations et les grandes décisions. Elles nous le disent explicitement, page 11. Ils jouent simplement un rôle essentiel dans le fonctionnement de la société française. Autre passage, ces réseaux, tous ensemble, dans la solidarité ou dans la rivalité, forment le véritable organigramme de la France, celui que l'on ne rend jamais public, mais qui explique mieux que les discours et documents officiels nombre de décisions. Et pour être parfaitement lucide et aller jusqu'au bout de leur analyse, elles nous disent, page 15, « Devenir président, ambition ultime, requiert des antennes dans tous les milieux, toutes les communautés, toutes les chapelles. La maîtrise des réseaux devient alors une activité symphonique. » Donc vous l'aurez compris, ça c'est l'angle de vue du livre. Les réseaux sont quelque chose qui sont la pierre angulaire de la vie politique, économique française, à haut niveau évidemment. Parce que s'il s'agit de dégrossir le trait, on va évidemment pas mélanger
les gens qui se retrouvent à jouer aux échecs ensemble et qui se font des petits coups de pouce locaux, avec ce dont on va parler par la suite, c'est-à-dire des gens qui se cooptent entre eux, qui se refilent des postes de PDG, qui cumulent. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de choses assez ahurissantes quand même dans ce bouquin qui sont dévoilées. Pour donner aussi un état des lieux de 97, parce que, je vous le rappelle, on est il y a 25 ans. Elles nous font un peu un historique des réseaux, hein, nos amis Guichard et Coignard. Donc ce qui se passe, c'est que pour elles, en somme, depuis, on va dire, la 5e République, hein, c'est le réseau des réseaux, c'est le réseau d'anciens résistants. Voilà, c'est ça qui... Voilà, on a eu la fin de la guerre, il y a eu la 4e République, et avec les communistes et tout, enfin tout le monde mélangé, et en fait, depuis la 5e République, c'est vraiment ce réseau-là, hein, qui avait la main sur la politique française, au-delà des partis, au-delà du parcours, au-delà de tout ce que vous voulez. Voilà, c'était les anciens résistants, c'était ce réseau-là qui était le cœur, le cerveau, le réseau des réseaux. Et les auteurs, en 97, nous expliquent que la prochaine élection présidentielle, qui sera celle de 2002 à leur époque, sera la première depuis 1965, qui est on va dire la première vraie élection présidentielle de la 5e République, à ne pas être soumis à l'influence des réseaux de résistants. Et c'est vrai que rétrospectivement, c'est assez rigolo de dire ça quand on connaît le résultat du second tour. On se dit, tiens, il y a effectivement quelque chose peut-être qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu un passage de flambeau et c'est peut-être pour ça que ça a été mal maîtrisé par la presse et par l'intelligentsia française. Donc le tour d'horizon qui est proposé par les auteurs de ce livre, il est multiple et varié. On sent bien qu'en 97, il y a quand même plus de liberté d'expression qu'aujourd'hui. Donc dans le livre, pour être très clair, ils annoncent les réseaux suivants. Hein, ils font le tour des réseaux suivants. Donc d'abord, il y a le réseau régional pour les gens qui, quand ils débarquent à Paris, tout ça, ils sont aidés. On a le réseau, ils parlent du réseau homosexuel. Il parle du réseau juif, il parle du réseau protestant, il parle du réseau mondain, hein, la mondanité, c'est-à-dire tous ces petits gens qui se regroupent et qui sont un peu du même milieu, voilà. Il parle de l'inspection des finances, hein, qui est décrit comme le seul réseau qui fonctionne à l'ENA, hein, et on en reparlera tout à l'heure. Il parle évidemment de la franc-maçonnerie, ça c'est une évidence. Il parle un peu de tout ce qui est la banque Lazare, hein, il y aurait des réseaux là-dedans. Il parle de tout ce qui est un peu la consanguinité au niveau des médias, BHL, hein, il est un petit peu mis en exergue. Il nous parle des collabos, comment ils ont pu se recycler entre eux, les réseaux que Chirac ou Mitterrand avaient pu avoir autour d'eux. Et puis à la fin, ça termine aussi avec tout ce que a pu construire, ou pas d'ailleurs, le Front National autour de Jean-Marie Le Pen comme réseau. Voilà, donc ça c'est un peu le tour d'horizon. Moi je ne vais pas vous parler de réseau par réseau. Ici on va aborder plutôt les thèmes qui reviennent à travers ces réseaux-là pour voir un peu l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement de notre société. Si on doit dégager une caractéristique des réseaux, hein, qui sort du livre et qui vraiment saute aux yeux, c'est cette espèce d'entre-soi, de consanguinité, voire d'exclusion des autres qui ne font pas partie du réseau. À un moment donné, par exemple, donc je le disais, ils parlent du réseau homosexuel, et ils expliquent que la force du réseau homosexuel, c'est que l'orientation sexuelle, en fait, elle dépasse les clivages politiques. Hein, ça passe avant les convictions politiques. Et donc, à ce niveau-là, vous avez une espèce de réseau transcourant qui est le réseau homosexuel qui s'inscrit dans... Alors à l'époque, on est à la PS et RPR, hein, les deux gros partis. Et d'ailleurs, ils expliquent dans le livre que fin 80, début 90, comme il y a eu des cohabitations, et ben ça a permis de renforcer ce courant, hein, ce réseau, ce réseau homosexuel. Et aussi le fait que comme il est transcourant, bah, tous les politiques, ils cherchent à avoir des relais dans ce réseau-là, hein, par exemple. Donc là, ça montre bien l'entre-soi, quoi. C'est-à-dire qu'entre homosexuels, bah, on surpasse ce qu'on s'affiche dans l'espace public. Il nous parle aussi d'un passage sur la banque Lazare, qui nous explique en fait qu'à la banque Lazare, tous les grands patrons français quasiment tous, hein, ils ont tous un compte à la banque Lazare. Hein, voilà. Et que grâce à ça,
Ça leur permet de faire un petit réseau et autour de 40 personnes, ils ont des postes dans je ne sais pas combien de grandes entreprises françaises dans les conseils d'administration. Ce qui fait que les mecs, en fait, ils cumulent, donc voilà, clairement de la consanguinité et de l'entre-soi. Mais en plus, c'est une manière de peser sur les décisions. Alors que la Banque Lazare, c'est pas la plus grosse des banques, mais c'est celle qui a le réseau le plus fort. Et c'est clairement un de ses axes de vente, donc c'est un peu c'est pareil, c'est un peu choquant, surtout que les mecs cumulent énormément de postes. Un autre exemple de cette consanguinité entre soi, c'est tout ce qui concerne les médias. Il y a un petit passage sur les médias. Donc BHL on prend pour son grade, puisque il nous dit les auteurs nous expliquent qu'il est un réseau à lui tout seul, carrément, et qu'il était directeur de collection chez Grasset, si ma mémoire est bonne, je crois d'ailleurs, c'est là où elles ont édité leur truc, à 25 ans déjà. Lui et les nouveaux philosophes, donc toute sa clique là, de mecs qui réfléchissent très très bien, très très fort. Et donc elle explique, voilà, là il y a clairement aussi une consanguinité, un entre-soi. Le mec ils éditent que les gens qui se connaissent, ils se cooptent. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas du réseau et du cercle, en gros vous êtes centrifugé, ça c'est sûr. Il y a et tout ça pour dire qu'à la fin il y a clairement une connivence entre ceux qui ont la parole, donc c'est-à-dire BHL par exemple, celui qui a le micro, BHL, et puis ceux qui le diffusent, les médias. Voilà. Il y a un autre réseau qui est mis en avant très fortement pour son entre-soi et sa consanguinité, c'est l'inspection des finances. Donc là, il nous explique aussi que les inspecteurs des finances, ils règnent quasiment sur tous les hauts postes disponibles en France. Et et là je cite, malgré une certaine incompétence d'une partie du corps. Donc c'est vraiment, voilà, c'est n'importe quoi. Elles décrivent que c'est le seul réseau qui fonctionne à l'ENA, c'est ce réseau-là. Et en fait que carrément, il y a un chef de service qui cadre les prises de poste des nouveaux inspecteurs. Donc ça veut dire que avant qu'un inspecteur des finances puisse prendre un poste qu'on lui propose, eh ben non, il y a un cadre, il y a un chef de service qui vient et qui dit ok, donc ça c'est bien parce que tu vas faire de la notoriété pour notre réseau ou pas, voilà. Donc ce qui fait qu'à la fin les gars ils sont tous PDG dans des grosses boîtes, et on a quand même une citation du livre qui est intéressante que je vous donne, c'est page 126. Exemple abject qui résulte d'un système où 300 messieurs et quelques dames, parce qu'ils ont un jour bien travaillé à l'école, s'estiment supérieurs aux autres. Donc ça, je pense que c'est tout à fait dans leur mentalité. Pour donner des exemples de gens qui sont inspecteurs des finances, on a Michel Rocard, par exemple, dans les années 80, qui a été Premier ministre et tout, qui était une tête. Voilà. On a Jean-Marie Messier, qui a fait beaucoup parler de lui au début des années 2000, notamment à Vivendi Universal et quand ils ont racheté Canal+. Et puis aujourd'hui, quand même, on a Emmanuel Macron, qui est notre président, qui est lui aussi issu de l'inspection des finances. Dans cette consanguinité de réseau pur, il y a un réseau informel, c'est ce qu'elles appellent la mondanité, où elle nous explique que il y a environ 200, 300 personnes, si on doit faire le gratin on va dire de la société parisienne, je pense, parce qu'elle le précise pas, mais c'est quand même vachement orienté sur Paris à mon avis, qui sont au haut de l'échelle, et qui en fait tout le monde se voit, s'invite à dîner régulièrement les uns chez les autres. Et donc ce réseau mondain, cette mondanité, qui est une espèce de connivence entre différents acteurs, différents types de personnes, fait que c'est un réseau important et c'est un lieu d'échange important où on tisse énormément de relations. Voilà, la mondanité. Et donc dans ce réseau-là, évidemment, on va pas se fâcher les uns avec les autres parce que quand vous croisez un mec tous les mois quelque part à dîner, vous allez pas vous prendre la tête avec lui. Et donc ça montre un peu cet entre-soi encore, cette consanguinité qu'il peut y avoir au sein des élites françaises. La deuxième chose qui sort et qui saute aux yeux quand on lit ce bouquin, c'est la fonction du réseau qui sert de croiser les intérêts. Et donc en fait, il y a un chapitre qui s'ouvre sur une anecdote où Pasqua, en 87, avait tenté d'interdire un journal pour de la pornographie, parce que je sais pas ce qu'ils avaient mis, c'était un journal homosexuel qui s'appelle Guépier, et ils avaient dû faire une qui plaisait pas à Pasqua, et donc pour protéger la morale, voilà, il avait attaqué le journal, il avait voulu faire l'interdire. Et en fait, en faisant jouer les réseaux et en incluant d'autres politiques dans la danse, donc là à l'époque c'était Léotard et Jack Lang, et Pasqua il a dû reculer. Donc on parle quand même de Pasqua, qui est pas un petit joueur, notamment dans ces années-là.
Et donc les autres, évidemment, c'était de manière Léotard et Jack Lang les médias, bon, voilà, on sait que le réseau homosexuel dont parlent les auteurs dans le livre, il est aussi bien déployé en politique, mais bien déployé dans les médias. Et là, il y avait des politiques comme Léotard ou Jack Lang qui s'étaient, on va dire, solidarisés par électoralisme et par positionnement marketing sur l'échiquier du progressisme. Ça, c'est clair. Et donc, ça montre bien ça, que c'est des échanges, c'est de l'intérêt croisé. Par exemple, je parlais tout à l'heure du réseau homosexuel, donc on fait pas une fixette dessus, mais il existe, elles en parlent dans le livre, et elles nous expliquent par exemple que dans ce réseau, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une certaine cooptation dans les revues musicales, qui étaient toutes dirigées par des femmes sur Paris, et qui aujourd'hui, en 97, sont toutes remplacées par des homosexuels. Donc on a vraiment affaire à une colonisation, c'est le mot qu'elles utilisent, page 64, à ce propos en particulier. Voilà, c'est comme ça. Enfin, un autre exemple des intérêts croisés, c'est beaucoup celle qui... Il y a un passage sur le réseau juif, où elle nous explique en fait que les notables juifs, donc les gens très riches juifs, ils se marient plutôt avec des gens de leur milieu social, plutôt qu'avec d'autres juifs qui seraient moins riches. Et là, ça montre bien aussi cette espèce de manière de faire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une certaine sphère sociale, avec certains réseaux, eh bien, en sortir, c'est difficile, même quand vous êtes juif, alors qu'on pourrait penser quand même que les juifs, ils sont orientés à préserver leur sang juif, qui est donné par la mère. Et là non, il nous explique que non, c'est d'abord l'aspect social qui prime. Et donc ça montre bien que les gens qui font ça, c'est parce que, bon, au départ on peut dire qu'ils sont peut-être pas très religieux, ça c'est possible, mais aussi parce qu'ils ont autre chose dans la tête. Ils ont ces intérêts croisés, ils ont cette façon de voir le monde qui consiste pas à dire je vais aller là où je vais, non, je vais le faire en fonction de ce que l'autre est. Et ça c'est un peu... Voilà, c'est un des aspects du livre qui sort assez fortement de la lecture. Évidemment, de tout ce contexte-là, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, je viens de parler des homosexuels qui avaient remplacé les femmes dans les revues, j'ai parlé des inspecteurs des finances qui pantouflent, c'est-à-dire qui sortent du service public pour aller prendre des postes dans les boîtes, et que c'est que par du réseau qu'ils obtiennent les postes, et donc ça parle beaucoup de cooptation dans tout ça. Il faut voir que il y a énormément de cooptation qui est issue des réseaux, et en fait, vous le comprenez peut-être pas, mais dans la société française, il y a plein de postes que vous pourrez jamais avoir, même si vous êtes le meilleur, tout simplement parce que vous n'êtes pas pote du mec, ou vous n'êtes pas au même club de machin, ou vous n'êtes pas recommandé par un tel. Par exemple, elles en parlent avec un autre exemple, donc qui est au Conseil de l'ordre des avocats, où il y avait une espèce de loi tacite où il devait y avoir qu'un juif dans le Conseil de l'ordre des avocats, et au moment où ils ont dû revoter, donc ça je sais plus c'est en quelle année, je vais vous le dire, bougez pas, donc c'est dans les années 50, si les avocats juifs ne s'étaient pas serré les coudes dans les années 50, sans doute n'auraient-ils pas pu briser un numerus clausus implicite qui leur interdisait d'avoir plus d'un Israélite au Conseil de l'ordre. Voilà. Et en fait, une année, ils ont voté, ils ont pas cherché à comprendre qui était bon, qui était pas bon pour le poste. Il y avait un autre juif qui se présentait, puis ils ont voté pour lui, et puis ça a réussi à faire basculer. Ils ont réussi à en faire élire un deuxième, et voilà. Donc là, le communautarisme, bon, là c'est les juifs, mais il y a pas que ça. Par exemple, dans le livre, il nous explique qu'il y a énormément de protestants en haute administration, jusqu'à 1/3 du corps diplomatique. Donc c'est quand même incroyable qu'il y ait 1/3 du corps diplomatique qui soit composé d'une religion, enfin de gens qui sont d'une religion qui compose peut-être moins de 1% de la population. Donc là, il y a clairement quelque chose. Pareil chez les préfets, c'est 1/4 des préfets. Donc là, il y a quelque chose qui est très surprenant. On met la religion de côté 2 minutes, bien que ce soit pas en opposition, mais il y a aussi évidemment la franc-maçonnerie. Donc là, il y a tout un chapitre sur la franc-maçonnerie, mais dont on va revenir un peu après, parce qu'il s'illustre dans le livre différemment. Mais il y a aussi, par exemple, ils sont très présents dans les services publics en général. Et là, j'ai appris quelque chose que je savais pas, mais tous les patrons de la Poste, de 1923 jusqu'à Mitterrand en 81, c'était tous des maçons, par exemple. C'est bizarre, mais voilà, les mecs, ils avaient chasse gardée sur le truc, ils se passaient le poste de maçon en maçon, quoi. C'est incroyable. De même, les maçons, ils sont très actifs dans les tribunaux de commerce. Et donc, les mecs, comme ils
ils sont en même temps les avocats, en même temps les juges, en même temps les comptables et tout ce que vous voulez, bah tout ça s'arrange un petit peu comme ça à la loge, quoi, en gros. Et puis bah il y a pas mal d'affaires de jugements partiaux dans des dépôts de bilan, par exemple, où vous n'êtes pas traité de la même manière si vous êtes franc-maçon ou si vous n'êtes pas franc-maçon. Ce qui est quand même assez révoltant, hein, faut le dire. Ça va jusqu'à l'université. Hein. Page 274. Il nous l'explique très clairement en nous disant voilà que le processus pour obtenir des hauts postes à l'université, il faut être élu 2 fois, que c'est tout un truc. Et en fait, si vous n'êtes pas coopté, en gros, vous avez aucune chance, hein, quasiment, à moins d'être un surdoué ou d'avoir de la chance, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est quand même dur à entendre. Hein. Quand on dit l'université, c'est censé être l'endroit où on réfléchit et tout ça. Et on vous dit, bah non, les mecs qui sont là, c'est pas forcément parce qu'ils sont bons, c'est peut-être parce que c'est juste le pote de l'autre ou il était... Enfin bon, c'est... Voilà, ça fait mal. Alors de tout ce réseau occulte, de tout cette cooptation, de tous ces coulisses sombres et en brouillard qui entourent la société française, vous avez énormément de mecs évidemment qui viennent se goinfrer hein, sur le dos de la bête. Donc là, vous avez ça concerne en particulier les francs-maçons, hein, par exemple, pour ceux qui sont un peu vieux, Jacques Rosemary de l'Arc, hein, la Fondation contre le cancer, là, c'était un maçon, par exemple. Mais pas que. On a aussi l'affaire du Crédit Foncier, hein, qui était une boîte qui a été dirigée par des inspecteurs des finances et des maçons, et à la fin, ça a fait 11 milliards de pertes. Mais ça n'a pas empêché les mecs qui dirigeaient cette boîte, donc des maçons et des inspecteurs des finances, de se recaser dans des postes à haut niveau, à haut salaire, et ainsi de suite. On a aussi une anecdote, alors c'est assez rigolo, sur la femme de Fabius, qui aurait organisé un gala subventionné de vente d'œuvres d'art pour la lutte contre le sida. Et apparemment, on ne saurait pas où est passé l'argent. C'est ce qu'ils nous disent. Trop de factures douteuses, trop d'argent mystérieusement envolé, pas assez de fonds réellement employés à leur destination d'origine, c'est-à-dire la lutte contre le sida. Hein. Donc là, bon, ça fait un peu l'actu aussi. On sait bien que il y a des gens qui utilisent, voilà, il y a eu, je parlais de Jacques Rosemary avec l'Arc, qui utilisent on va dire des causes nobles pour se gaver pas mal, ou au moins faire des trucs un peu bizarres. Et là, c'en est le cas. Donc c'est vrai que de tout ça naît une atmosphère illégale et quand on met ça en perspective avec ce que je viens de dire, c'est vrai que les mecs tapent dans la caisse et sont protégés quand ils vont au tribunal par exemple. Et donc là effectivement c'est un gros problème. Je vais pas m'étendre plus longtemps, on va passer aux commentaires. Je vous ai donné quelques exemples, je vous ai montré ce qui était dit dans ce livre. Ce qui est assez rigolo, alors si on doit parler du livre en une seconde, ce qui est assez marrant, c'est que bien sûr ce livre il dénonce, mais en fait c'est un livre qui cadre la critique. Avec des exemples précis. Par exemple, page 75, pour les auteurs, elle nous explique qu'il y a un lobby juif, mais qu'il est trop disparate et trop divers dans ses opinions pour être vraiment puissant. Hein, même si elles reconnaissent que l'existence du réseau politique juif, c'est le plus actif que n'importe quel autre réseau. Et après, elle nous parle du vote juif. Et alors, c'est rigolo, parce que bon, c'est des femmes qui connaissent bien. Le vote juif, quelque part, c'est surtout en 97, c'est 500 000 personnes ou 600 000 personnes, c'est-à-dire peut-être 350 000 ou 400 000 votants. Donc le vote juif, c'est pas du tout le point. L'intérêt du réseau juif, il est dans sa présence dans les médias, hein, évidemment, et au sein d'autres organisations, mais en particulier dans les médias, quand on est un politique, hein, je parle. Et donc c'est rigolo, mais là, elles font comme si ça n'existait pas. Elles font comme si ça n'existait pas. Il y a un autre exemple qui est assez drôle, elles nous parlent du siècle et elles nous disent bon, le siècle, il y a 400 invités chaque mois, donc je pense pas que ce soit un endroit vraiment où on fait du réseau. Donc là vraiment, je veux dire, elles se foutent de notre gueule. On a vu plein d'autres livres où ils expliquent effectivement que ce genre d'endroit, c'est tout à fait l'endroit où on fait du réseau. Je vous renvoie à mon livre à la note sur les médias que j'avais fait là. Ils ont acheté la presse, où il y avait une personne de la French American Foundation qui venait en France et qui était surpris de voir à quel point il y avait de la consanguinité et de la connivence en France entre les médias, le politique et l'industriel. Et elle parlait notamment de ces clubs-là, type Le Siècle. Donc évidemment que ça, mais donc là on voit bien que le livre, avec la légitimité qu'ont ces dames-là, il sert
à vous donner conscience qu'il y a des réseaux en France, que c'est comme ça que ça marche et tout, mais à vous faire envie en fait d'y adhérer plutôt que ça de vous révolter. Ça c'est la première fonction. Et là je prends l'exemple sur BHL par exemple, quand elles disent BHL c'est un réseau à lui tout seul, et en fait elles le critiquent mais elles lui font un compliment en même temps. Hein, et bon, elles travaillent au point les meufs, donc je pense que c'est pas du hasard, mais c'est comme ça qu'il faut voir ce livre. Et à peu près tous les livres critiques de journalistes officiels, quand ils vous dévoilent les secrets de la République, j'imagine que c'est dans ce ton-là, c'est-à-dire qu'on va vous dire regardez, c'est dégueulasse, c'est machin, ces trucs, mais au final, ça vous donne envie de rentrer dans le réseau, ça vous donne pas envie de le détruire, alors que c'est ça que ça devrait vous donner envie, a priori. Le deuxième point qui est intéressant et qu'on peut donner comme commentaire sur ce bouquin, qui est assez drôle, c'est ce qu'ils disent sur les présidents de la République. Donc ils le disent plusieurs fois. Ils disent pour devenir président ou être un homme politique avec une belle carrière, faut savoir se faire un réseau dont la première pierre est le parti. Et là, elle donne l'exemple de Chirac qui a transformé le RPR ou de Mitterrand qui a transformé la SFIO en parti socialiste. Depuis, on en a eu d'autres. On a eu Nicolas Sarkozy qui a fait les Républicains, ou bien sûr Emmanuel Macron qui nous a fait la République en marche. Et en exemple, elle nous cite que Mitterrand ou Chirac, ils ont le goût de l'entremise gracieuse, la subvention obligeante et du service rendu. Donc ça vous donne un peu la mentalité des présidents qu'on peut avoir, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont issus des réseaux, dépendants des réseaux, qui sont obligés de faire du commerce avec ces réseaux-là, et qui sont la plupart du temps forcément soumis quelque part à ces trucs-là. Et donc ça c'est assez dérangeant effectivement. Et aujourd'hui, si on doit faire une petite parallèle avec aujourd'hui et comprendre notre président actuel, c'est ça aussi qui est marrant en lisant des livres d'il y a longtemps, c'est qu'il y a 25 ans, on pouvait dénoncer le réseau des inspecteurs des finances sans aucun problème, parce qu'ils avaient pas, ils avaient rien. Simplement aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que Macron, c'est un mec qui vient de l'inspection des finances, qui a été soutenu de manière extrêmement forte par tous les médias, par tous les grands pontes, par tout ce qui est le gratin de la société française. Et à la lumière de ce livre d'il y a 25 ans, on comprend mieux pourquoi l'inspection des finances c'est le meilleur réseau de l'ENA, tous les anciens inspecteurs des finances, ils sont tous PDG des très grosses boîtes. Donc tout d'un coup, ça s'éclaire, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'en plus on nous dit, pour avoir une belle carrière en politique, la première chose à faire, c'est se fonder son propre parti. Case cochée aussi pour Macron. Donc là, ce qui est intéressant en lisant ça, c'est que maintenant on peut dire de manière officielle, parce que c'est des journalistes officiels qui nous expliquent ça, qu'effectivement Macron c'est un homme de réseau, c'est pas du tout un mec qui a une vocation à diriger le pays. Il est soumis à ces rapports de force là, et c'est comme ça. Et tous ceux qui vont vous dire non mais tu machin, t'es complotiste et machin, c'est juste en fait des gens qui veulent pas regarder la réalité en face. Réalité qui a été dévoilée à travers ce livre, et pas que celui-là, mais celui-là c'est un très bon exemple. Je rappelle que la co-auteure, elle est la femme du directeur de l'information de TF1. Donc c'est pas des complotistes a priori TF1, mais c'est ce qui vous explique. Donc maintenant c'est une réalité qu'il faut accepter ou pas, et puis c'est tout. Le troisième petit commentaire qu'on peut donner, c'est que là c'est très franco-français. Vous avez aucune intervention extérieure quasiment. Alors peut-être que c'est à cause de l'époque, parce qu'on n'est pas encore passé à l'euro en 97, Maastricht ça vient d'être mis en place. Il y a encore, comme ils le disent, en 2002 c'est la première élection présidentielle sans l'influence des anciens combattants, enfin des anciens résistants pardon. Donc peut-être que c'est ce contexte-là qui fait que ça n'a pas, il n'y a pas plus de réseau. Simplement maintenant, avec le recul, on peut se dire que avec la transformation et l'internationalisation de la société française qui a eu lieu, on a pu voir d'autres réseaux émerger qui sont pas dans le livre. On a évidemment le réseau sioniste qui fait de la politique à travers BHL. BHL il s'est engagé dans toutes les guerres. Dès qu'il y a une guerre, avec la France, il est dans le game. Et pas plus tard qu'il y a 10 ans, c'était ce qui concernait la Libye. Et puis bien sûr, il était engagé en Syrie. Mais la Libye, il a réussi à faire du lobbying assez fort pour que Sarkozy il aille bombarder les Libyens. Voilà, et qu'on fasse la guerre, qu'on soit en tête de proue de cette action-là au niveau de l'OTAN, si ma mémoire est bonne. Donc on a ce réseau-là.
On voit qu'on a encore un réseau 25 ans après qui marche super bien, je viens d'en parler, c'est l'inspection des finances, puisqu'ils ont réussi à placer un des leurs à la tête de la nation. Donc là, vous êtes au top niveau quand même, hein. C'est pas un truc de clampin, donc magnifique. Et puis évidemment, il n'y a aucun mot, alors ça c'est un réseau qui existe sûrement depuis beaucoup plus longtemps, il n'y a aucun mot sur tout ce qui vient, tout le recrutement international, mondialiste, hein, donc en particulier américain. Je pense à la Young French American Foundation, là, mais il n'y a pas que ça, où les mecs recrutent des Français, et puis ils les formatent intellectuellement, hein, et puis après ils vous les remettent dans la société pour pouvoir vous driver vers l'internationalisation et la mondialisation qui existent. Ça, il n'y a pas un mot là-dessus, alors que c'est des choses qui existent depuis... qui sont précédentes au livre. Donc bon, c'est un peu dommage qu'ils aillent pas jusque-là dans le bouquin, mais en même temps, c'est de l'information officielle, donc on va pas vous donner les vrais endroits où ça se joue, les vrais réseaux d'influence. C'est exactement comme pour le siècle, j'en parlais il y a une minute, mais voilà, nous dire que le siècle, c'est pas un réseau, c'est pas un truc, je veux dire, franchement, pour des journalistes de ce calibre-là, c'est volontaire de mitonner. Donc bon, voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En conclusion, ce qu'on peut dire, le sentiment qui reste après avoir lu un livre comme ça, même si évidemment, hein, on tombe pas de la dernière pluie, on n'est pas né de la dernière pluie, donc on sait très bien qu'il y a du réseau, il y a des choses occultes qui se passent en France, on sait que c'était relativement fort. J'aimerais quand même terminer par ce qu'elles nous disent en conclusion, parce que je pense que c'est vraiment cette idée-là qui doit rester à la fin. Hein. Au terme de ce voyage au pays des réseaux, doit-on conclure qu'il existe une exception française ? Aucun autre pays démocratique ne semble en effet modelé à un tel degré par les hiérarchies parallèles et les complicités occultes. Hein, page 379. Page 380. Jamais pourtant, en parlant des réseaux, ils n'ont semblé être à l'œuvre aussi massivement qu'aujourd'hui. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc vous imaginez aujourd'hui, avec le mondialisme et tout ça, la puissance des réseaux, la financière, les mecs maintenant, les ONG, ou les mecs comme Soros, ou Bezos, ou qui vous voulez, ou Bill Gates, hein, pour prendre des gens qui sont dans l'actualité, qui pèsent des dizaines, des centaines de milliards. Vous imaginez la puissance des réseaux maintenant, qui sont issus de ce genre de choses. Enfin, le dernier passage. Une attirance facile à satisfaire dans un pays d'ombre et de lumière, hein, ça c'est la France, où la transparence n'est guère de mise. Ce brouillard permet aux uns et aux autres d'agir à l'abri des regards et des jugements publics. En ce sens, la vigueur des réseaux est un excellent baromètre de la vie démocratique. Je dois reconnaître que les auteurs terminent quand même sur une note honnête. C'est-à-dire qu'elles nous disent qu'on est complètement gangréné par les réseaux, que le cas français est un cas spécifiquement grave à ce niveau-là, que les réseaux sont ultra puissants. Donc là, il y a 25 ans. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Hein. Vous prenez la masse monétaire, vous la multipliez par ce qu'elle est devenue aujourd'hui, puis ça vous donne la puissance des réseaux. Hein. Je le fais à la louche, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous voyez vers où je veux tourner. Et en les fins, elles vous disent aussi, la vie démocratique, hein, le débat, la qualité du débat public, du débat démocratique, il est connexe, hein, il est en corrélation avec ce poids des réseaux et cette partie occulte de la société française. Et donc là, évidemment, on est obligé de se dire que la société française aujourd'hui dans laquelle on est, elle est dans une impasse. Elle est, je veux dire, il y a plus de démocratie en France. Et d'ailleurs, je pense que l'année qui vient de s'écouler est le meilleur exemple qu'il n'y a plus de démocratie en France, qu'il n'y a plus de liberté d'expression, que vous pouvez plus rien dire, si ce n'est ce qui est validé par, on va dire, cet amas de réseaux qui dirige la société, qui représente peut-être 0,00001% des gens, qui représente peut-être 50% de la richesse du pays, mais qui représente surtout un très fort poids de décision. Et là, c'est important de se le mettre dans le crâne pour pouvoir, on va dire, dans le cadre légal, hein, avant que ça arrive peut-être un jour où la société explose, hein, comme on a pu le voir avec les Gilets jaunes. Mais avant ça, dans un cadre légal, pour chacun d'entre nous, les gens qui sont en rupture avec ça, ce sont les gentils. Voilà, il faut bien le comprendre. Même si vous n'êtes pas totalement d'accord avec eux, même si vous n'êtes pas de leur bord politique, ceux qui sont en rupture avec cette culture du réseau, ce sont les gens qui ont le bien-être commun à l'esprit, et c'est donc ces gens-là qu'il faudra soutenir en 2022 à l'élection présidentielle qui se profile. Parce que le pays aujourd'hui, il est totalement soumis à tout ça, et il va falloir qu'il y ait une séparation, qu'on retrouve une cohérence, qu'il y ait des réseaux, qu'il y ait des choses qui existent, il n'y a pas de souci, c'est humain, c'est naturel. Que ce soit ça qui dirige totalement le pays,
hein, et qui mettent sous cloche tout ce qui vient du peuple, qui n'est pas du réseau, même pas forcément du peuple d'ailleurs, même d'autres élites, mais qui ne sont pas dans le réseau. Je pense que ce qu'on a vu avec le professeur Didier Raoult, c'est vraiment l'exemple parfait de la situation. C'est-à-dire que vous avez un mec qui est super bon dans son domaine, qui est le meilleur de France, qui vous donne des infos, et que il n'existe même pas, parce qu'on a décidé qu'il fallait pas qu'il existe. Et ça, c'est quand même, ça témoigne d'une pourriture complète, hein, du système, et donc faut espérer qu'on arrive à renverser ça sans que ce soit la révolution, la guillotine et les baïonnettes, hein. Ça serait quand même un peu mieux. Mais bon, en recul de tout ça, si on veut terminer sur une petite note optimiste, on peut quand même se dire que la population française, elle est admirable. Voilà, je tiens à le dire aussi dans cette vidéo. Le peuple français, il est admirable parce qu'on a beau être sous pression, tout a beau se jouer par derrière, on a beau essayer de nous caresser dans le sens du poil et de nous manipuler, on a souvent la bonne réaction. On est souvent contre ce que on s'étonne. Là, on peut prendre le cas des vaccins, par exemple. On s'étonne de voir les Français être contre la vaccination, du moins comme ça de manière spontanée. Et là, on comprend pas pourquoi dans les autres pays. Mais oui, mais dans les autres pays, les gens ils sont pas forcément dirigés, ou du moins au même niveau que nous, par des réseaux occultes. Et donc en France, les gens, ce que j'ai raconté dans cette vidéo, tout le monde le sait. Tout le monde le sait là. C'était pour illustrer avec un livre de journaliste officiel, hein, pas de mec complotiste. Mais quand vous lisez un livre comme ça, vous devenez complotiste. Vous êtes obligé de devenir complotiste. D'ailleurs, elles le sont, nos amis les auteurs. Elles sont complotistes. Clairement, elles vous disent, en France, tout est sous contrôle par des réseaux occultes. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, quand vous avez ça en fond de réflexion, évidemment, quand on vient vous proposer un truc nouveau et que tout le monde chante à l'unisson, ah, c'est super, c'est beau, faut l'acheter, faut le prendre, faut le machin, bah, vous, votre réaction, qui est tout à fait logique et qui est tout à fait humaine, c'est de leur dire qu'ils peuvent se le foutre au cul. Voilà. On termine là-dessus. On était le 5 mars à midi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à bientôt.